Communication porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi a rassemblé les professionnels des médias pour faire part littéralement des inquiétudes des pouvoirs publics face à la montée des discours de haine. Une intervention dans un contexte marqué par une inflation inédite des propos à caractère communautariste dans l'espace public, des déclarations enflammées qui fleurissent avec emphase sur les réseaux sociaux, mais bien souvent aussi dans les médias, avec en toile de fond des tensions autour des enjeux de pouvoir, de gestion des ressources publiques ou encore de contrôle des propriétés foncières. Tout cela a été exacerbé ces dernières années parce que les analystes politiques perçoivent comme la fin de règne. Au milieu de toutes ces données, comment construire une coexistence pacifique entre les centaines de composantes ethniques du Cameroun alors qu'on célèbre demain la 51e fête de l'unité, le 20 mai 2023. Ce sera la trame de cette émission spéciale sur Radio Equinox. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous émettons sur la fréquence 92.9 provisoirement, sur la fréquence de la bande FM donc, et le canal 526 sur Canal Sat. Nos invités ce soir pour décrypter ce thème, nous recevons en studio Maître Roland Diouf. Maître, bonsoir. Bonsoir Monsieur Donald Brice-Camdan, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux millions d'auditeurs de Radio Equinox. Vous êtes avocat barreau du Cameroun et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est bien cela? En effet. Nous sommes en ligne de Yaoundé avec le professeur Paul Abouna. Professeur, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité à ce débat à la veille de la fête de l'unité. Vous êtes anthropologue et enseignant à l'université de Yaoundé 1 et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur ces questions ethniques. Vous nous éclairerez sur ce que vous appelez la consanguinité dans le cadre de ce programme. Merci d'être avec nous en ligne pour ce débat. Nous recevons Basile Togo. Basile, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les millions d'auditeurs, téléauditeurs, n'est-ce pas, qui nous suivent sur la 103.0 FM. À 92.9. Ah, 92.9, pour être plus précis. C'est une joie immense d'être convié, n'est-ce pas, dans cette importante thématique qui mine l'actualité, hein, il faut le préciser dans notre langue de nos Camerounais. Et je crois que les débats seront à l'attente de nos fidèles téléauditeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Nous aurons au téléphone également tout à l'heure le professeur Emmanuel Tumchoa, qui n'a pas pu être en studio avec nous, mais qui sera au téléphone. Il est historien, ancien chef du département d'histoire à l'université de Douala. Je voudrais entrer avec vous, professeur Paul Abouna. Est-ce que vous considérez qu'il y a péril à la demeure? Je vous pose la question parce que certains analystes considèrent qu'il s'agit de simples taquineries entre tribus. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter, professeur? Je crois qu'il n'y a pas véritablement matière à s'inquiéter, mais nous pouvons constater qu'il y a ces derniers temps ce qu'on pourrait appeler une poussée de fièvre. Une poussée de fièvre des discours haineux, une poussée de fièvre de la peur de l'autre, une poussée de fièvre en ce qui concerne la peur du lendemain également. Mais je crois que la historique camerounaise nous a habitués de temps en temps à ce genre de poussée de fièvre. Et donc pour répondre directement à votre question, nous n'avons pas encore atteint le seuil critique, mais cela ne devrait pas être une raison pour que les pouvoirs publics et même les acteurs sociaux ne soient pas suffisamment vigilants pour maintenir ce qu'on observe aujourd'hui depuis un certain temps à un état de létalité moins nocif. Donc voilà ce que je peux dire sur la question que vous me posez. Alors le professeur Emmanuel Tumchoa est en ligne avec nous. Professeur, je souhaite qu'on ouvre ce débat par les aspects historiques de cette question. Est-ce que l'héritage de la colonisation est une part des causes de ces excès qu'on entend ça et là? Certains ont souvent convoqué la théorie du diviser pour mieux régner en prenant par exemple les écrits de Lamberton sur certaines communautés à l'indépendance du Cameroun. C'est une sémence coloniale. Je vais vous donner quelques exemples que vous comprenez. C'est-à-dire que si vous regardez le discours colonial allemand, ce phénomène n'existe presque pas. C'est avec l'arrivée des Français qu'on assiste à une sorte d'exacerbation
des identités régionales ou même locales contre les autres. Si vous voyez bien, entre 1922 et 1945, l'ennemi des Français sont les Douala. Et si vous regardez la littérature française sur les Douala, ça ne... vous pouvez vomir. Je vous donne un exemple seulement. Quand en 1922, les chefs Douala écrivent à la SDN pour demander l'indépendance du Cameroun, l'administration coloniale française va instrumentaliser Charles Tangana pour dire que nous ne sommes pas de la même race. Ceux-là veulent dominer les autres. Ça, c'est ce qui est écrit dans sa lettre. Oui, les Douala veulent dominer les autres, nous sommes de la même race. Hein? Donc, et ça va aller comme ça jusqu'aux années 45. Parce qu'à partir de 45, les Douala, les Français vont s'entendre avec les Douala, surtout avec le chef Douala Magabel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on commence les élections et il y a une menace de boycott. Alors les Français vont donc s'entendre avec Douala Magabel, 1, pour payer toutes ses dettes, 2, pour le faire élire, entre parenthèses, et à partir de là, tout l'identisme Douala va faire se finir. Et l'ennemi français maintenant sera les Bassa. Si vous disiez, puisque ils disent que le principal parti de position c'était UPC. Et à partir des années 57, ce n'est plus les Bassa, c'est Bamileke. Et si vous lisez bien, je vous donne 2 exemples. Si vous lisez le journal Le Monde de 1961, après l'histoire de Kamga, Victor Kamga, vous pouvez vomir. C'était un ramassis de tests indigestes sur les Bamileke. Et donc, sans oublier l'amerton. Donc, comme tous ceux qui résistent aux Français, on va fabriquer toute une théorie sur eux, pour faire des ennemis du pays, pour faire des personnes pas fréquentables, et ainsi de suite. Donc, et ça va aller jusqu'à... Et le pouvoir qui succède aux Français, c'est un pouvoir fabriqué par les Français. Il faut dire que le pouvoir qui succède aux Français n'avait jamais lutté pour l'indépendance. On va y revenir. On va y revenir, professeur. Gardez l'écoute, je vous en prie. Maître Roland Diéou, est-ce que le fait que les gens ne connaissent pas cette théorie que vient de développer le professeur Emmanuel Tumchoa sur la stratégie du cloisonnement des communautés mise en place par le colon français, si vous voulez, influence le regard qu'ils ont sur les groupes ethniques autres que les leurs? Merci de la question que vous me posez. Vous savez que quand on discute des questions relatives à l'identité, c'est toujours avec beaucoup de prudence qu'il faut avancer. Et donc, je n'aurais pas la prétention de manipuler ces concepts qui sont parfois dangereux et explosifs. Mais ce qu'on peut constater effectivement, c'est que c'est l'ignorance en réalité qui facilite l'essor des discours haineux et violents. Chaque fois qu'on connaît mieux la situation dont on parle, on a tendance à ne pas avoir ce genre d'attitude extrémiste, justement. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent, par exemple, aux questions relatives au panafricanisme, pour ceux qui ont parfois été en contact avec les idées de Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga, etc., ils savent que l'une des thèses fortes de ces penseurs, de ces savants africains, c'est l'unité culturelle africaine. Et donc, ce sont des chercheurs qui ont longtemps travaillé sur l'idée selon laquelle les différences qu'on observe entre les différents peuples d'Afrique sont à la vérité, quand on y prête attention, des différences superficielles, étant donné que parfois on retrouve dans le fond des choses qui traversent l'Afrique et qui sont la même chose où que l'on se trouve. De sorte que parfois donc, on se rend bien compte que si on s'arrête sur la petite différence qui apparaît chaque fois qu'on aborde la question de la tribu, on fait fausse route si on connaît un peu mieux les fondements ou bien ce qu'il y a au fond. Et si on ajoute à ça les interactions sociales qui n'ont pas commencé avec l'avènement des États dans leurs formes actuelles, c'est-à-dire que les brassages de population sont aussi vieux que le monde, de sorte que il y a des concepts qui sont en réalité le fruit des arbitrages, on va dire, à mon avis, un peu arbitraires. C'est-à-dire que, par exemple, il faut bien se situer à un moment dans le temps pour déterminer, par exemple, qui est autochtone ou qui est allogène. Cette notion va varier
C'est-à-dire que l'identité de l'autochtone et de l'allogène Selon les va varier selon le point de repère, le point d'ancrage que l'on prend en considération. Il y a un mouvement international aujourd'hui qui vise la protection des populations autochtones et des minorités. Et un pays comme le Canada qui l'a constitutionnalisé distingue, en fait préfère parler de Première Nation pour parler des populations autochtones. Et le statut de Première Nation n'est reconnu là-bas qu'aux peuples dont l'existence sur le territoire remonte à des temps immémoriaux. Donc, ça fait que finalement, vous avez dans un pays comme celui-là, les Amérindiens, ce qu'on appelle les Amérindiens, et les Inuits, qui sont considérés comme les Premières Nations. Tous les autres ne sont pas considérés là-bas comme les autochtones. Si on doit faire un raisonnement analogique, par exemple pour le cas du Cameroun, il n'y a au Cameroun, par exemple, que les populations qu'on appelle pygmées, qui peuvent justifier de leur antériorité sur le territoire du Cameroun actuel depuis des temps immémoriaux. De sorte que s'il fallait appliquer la logique, tendance dominante actuelle de la notion d'autochtone et d'allogène, ce seraient ces peuples-là. Si on ajoute à ça le concept de minorité, on peut ajouter les populations boro, parce que je précise qu'une population peut être considérée comme autochtone sans être minoritaire. Il suffit juste que son antériorité sur le territoire précisé remonte à des temps immémoriaux. Elle peut parfaitement être majoritaire sur le territoire, mais ça ne lui enlève pas le statut d'autochtone. De même, on peut être une minorité sans être une population autochtone, puisque la notion de minorité est liée cette fois-ci au nombre. Mais rien n'empêche qu'une population minoritaire soit en même temps une population autochtone. J'ai fait cette précision qui est quelque peu juridique pour bien que l'on se comprenne sur la problématique que pose justement la prise en compte dans notre environnement de l'identité. Tout va dépendre des définitions qu'on donne et du contenu qu'on met dans les droits reconnus à telle ou telle catégorie. Et c'est ça la véritable pomme de discorde. Parce que si vous considérez que nous sommes en République, il y en a qui vous diront qu'on est en République, certes, mais qu'on peut créer une sorte de République à plusieurs vitesses. Maintenant, sur le principe, on peut même accepter cela. La question maintenant qui se pose, c'est factuellement, concrètement, quels sont les droits qui sont reconnus à telle catégorie et qui ne sont pas reconnus à telle autre catégorie et quel en est le fondement. Et c'est pour ça qu'une question comme la question foncière est un exemple, est un bel exemple à mon avis. C'est un beau cas pratique parce que ça permet justement de démêler les écheveaux. Quand vous entendez des gens dire qu'il faut que les gens rentrent chez eux juste parce qu'ils sont allogènes, ça remet en cause fondamentalement, y compris le droit de propriété. Est-ce donc à dire que quand on est non autochtone, on ne peut pas être propriétaire? C'est une question à laquelle il faut répondre pour définir précisément sur le plan juridique le type d'agencement juridique que nous voulons des différentes composantes de notre société. Et malheureusement, quand ce n'est pas fait de manière sérieuse, on jette en fait de l'huile sur le feu des irrédentismes et on a des débats qui s'enflamment parce que précisément chacun essaye d'utiliser l'idée de l'identité comme un prétexte pour exprimer soit ses frustrations, soit ses volontés d'hégémonie, etc., etc. Ce qui justement sont des poches de conflits qui peuvent mettre à mal la cohésion et l'unité nationale. Basile Togo, je souhaitais vous faire réagir sur autre chose, mais je suis bien obligé de bien saisir la pêche que me tend Maître Roland Diao. Quel est le critère qui permet de situer dans le temps l'époque à laquelle remontent les premiers installés, pour ainsi dire? Comment est-ce qu'on définit l'époque à la partir de laquelle on doit dire qu'un peu une population est autochtone quelque part? Bon, je pense que pour situer cela... Entre les anciens et les plus anciens, mettez les guillemets. Je pense que pour situer cela, nous revenons à l'époque de la découverte du Cameroun par Christophe, par l'appellation Rio dos Camaroes. Oui. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut situer exactement les populations dites autochtones ou allogènes. Et pour ma part, je ne voulais pas m'appesantir là-dessus parce que je voulais laisser le soin
aux anthropologues il va expliquer tout à l'heure. Qui sont dans ce plateau, de nous situer de nous situer, n'est-ce pas, de cette époque-là, parce qu'ils ont un peu plus d'éléments à nous apporter par rapport à cela. Moi, je voudrais contextualiser, n'est-ce pas, en relation avec la thématique qui nous a été donnée. Et dans ce contexte-là, je voudrais épouser clairement l'idéologie, l'analyse que partage le professeur Abouna tout à l'heure, lorsqu'il a fait montre de ce que, en principe, il n'y a aucun problème communautaire au Cameroun. Parce que j'en veux pour preuve le mariage, le brassage intercommunautaire qui existe et qui est d'actualité, qui est une réalité, qui relève du réalisme que nous vivons au quotidien. Nous comprenons aisément que il est très facile, n'est-ce pas, de tomber amoureux, si vous permettez le terme, hein, de tomber amoureux d'un homme ou d'une fille qui relève d'une autre communauté, sans toutefois que cela cause problème. Il est très aisé, n'est-ce pas, de situer son enfant en ce qui concerne le niveau académique dans une école d'obédience anglophone ou francophone, sans que cela ne cause un problème au niveau, n'est-ce pas, de la prise en charge de cet enfant ou pas. Mais nous allons revenir certainement dans la deuxième prise de parole pour voir les causes profondes qui ont stimulé cet élan ce discours haineux sur la place publique. Et vous verrez que cela relève d'une époque pas très lointaine, donc je voudrais dire récente. Bon, maintenant, pour ma part, il est important de noter que les peuples camerounais vivent en parfaite harmonie. Hein. J'en veux pour preuve, lorsque vous allez dans un restaurant qui est tenu par quelqu'un de l'Ouest, vous y trouverez du héros, vous trouverez du hacho, le pistache, les feuilles de manioc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sectarisme, ou bien il n'y a pas de regain intercommunautaire dans la prise en charge alimentaire. D'accord? Il est très aisé de trouver un doigt là qui affectionne ces envolées verbales. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de banalisation de cette tension qu'on perçoit bien, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également au sein des espaces médiatiques? Est-ce que vous direz que c'est simplement de l'agitation? Non, je dirais que pour mesurer, n'est-ce pas, le degré du discours haineux, ça se mesure sur les cas pratiques au niveau culturel, alimentaire, au niveau interreligieux. C'est là où on peut percevoir clairement si le discours haineux qui est entretenu aujourd'hui, et nous allons revenir dans ma deuxième sur les éléments politiques, sur les éléments politiques et socio-économiques, si cela a des répercussions sur la société, notamment sur les axes, le postulat dont je viens de faire montre actuellement. J'en veux pour preuve. Il est très facile d'arriver dans une discothèque où vous trouvez un doigt là, un tout pourri qui danse au rythme du bensikin. Ce sont des choses qui sont réalistes. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Est-ce que l'actualité n'a pas évolué? Alors, en tout cas, je reviens à vous, je vous en prie, mon cher Basile. Je voudrais prendre l'avis du professeur Paul Abouna. Professeur, les ethnologues estiment que la rencontre entre les groupes ethniques qu'ils appellent les nations et la République a échoué, qu'il y a eu une sorte de superposition brutale de la République sur les nations étant considérées comme les groupes ethniques ici. Est-ce que cette grille d'analyse se passe? Oui, cette grille d'analyse passe. Avant de développer mes arguments sur cette question-là, je voudrais que vous me permettiez de dire un mot sur les interventions précédentes. En l'occurrence, l'intervention du collègue historien et l'intervention de Meg. Bon, je voudrais quand même que nous fassions l'effort de ne pas toujours accuser les autres. Parce que le collègue historien semble jeter l'anathème sur les Français et tout ça. Je voudrais vous signaler que les discours haineux ne sont pas une spécificité camerounaise. Les discours haineux, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Afrique du Sud, on les retrouve au Moyen-Orient et je crois qu'il n'y a pas de Français là-bas. Les Français ne sont pas là-bas.
Et il faut, ces discours-là ont un tout autre fondement. J'espère que vous me suivez. Très bien. Oui, et en tant qu'anthropologue, je dois vous dire que ces discours sont aussi vieux que le monde. Ces discours sont collés, sont ontologiquement liés à la culture. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez 2 ou 3 éléments de la culture, je les prends comme ça là au hasard. Si vous prenez les cosmogonies, c'est-à-dire les récits que les peuples ont inventés pour expliquer l'origine du monde, chez les Bétis, par exemple, les Bétis Bouloufans, les Ekans, la cosmogonie vient du fait. On va vous dire, les Ekans sont un peuple d'ascendance divine. Ils sont immortels et les autres cherchent à leur avis le secret de l'immortalité. Donc vous voyez que en sous-jacence d'une telle cosmogonie, il y a déjà l'adversité, il y a la peur de l'autre, il y a l'autre qui est postulé comme un danger. Bon, lorsque, par exemple, le Béti dit « je suis Seigneur », ça c'est l'ethnonyme Béti, comment il s'appelle lui-même. Tandis que les autres sont des esclaves. Lorsque le Bafia dit, Bafia veut dire essentiel. Donc si vous êtes essentiel, les autres sont non essentiels. Lorsque le Bantou dit Bantou, nous sommes les hommes, les Bantous. Les autres sont quoi, les choses ou les animaux. Donc on peut prendre des exemples comme ça. Maintenant, si on prend les alternymes, c'est-à-dire la façon de désigner l'eau, nos compatriotes du Nord, dans la désignation qu'ils font de pluie, il y a une distanciation du Gadamayo. Ils sont très loin, distants de nous. Lorsque on dit voilà mon Bamenda, c'est un terme péjoré. Lorsque le Camerounais anglophone, pour désigner le Béti, dit Yaoundé Tchop Brokpot, vous voyez qu'il y a le discours haineux qui est enraciné dans nos cultures. Et vous dites que ça, ce n'est pas lié à la colonisation? Ça n'a rien à voir avec la colonisation. Et il y a des théories qui ont été élaborées longtemps même avant la colonisation pour dire que le discours haineux, la peur de l'autre vient de l'insularité, c'est-à-dire vient de ce qu'il est loin, il est lointain. Aux États-Unis, on a par exemple créé une théorie qu'on appelait la théorie du melting pot. Et cette théorie-là voulait qu'on mette les communautés au sein d'un même ensemble pour qu'à force de se fréquenter, que la haine, que la peur de l'autre disparaît. Mais c'est des théories qui ont été infructueuses. Donc pour dire que c'est pas le blanc qui vient nous apprendre à haïr, à nous méfier de l'autre. Maintenant, sur l'intervention du mec, je partage en partie le fait que l'ignorance peut être une source de conflit, de discours haineux. Mais sauf que on pourra dire que Caïn savait que Abel était son frère, mais il a quand même tué. Si vous allez dans les tribunaux aujourd'hui, dans toutes les juridictions, je parle sous son autorité, sous son contrôle, vous verrez que dans nos juridictions, il y a beaucoup de problèmes. Fratricide. Les frères, issus d'un même ventre, d'un même utérus, des questions foncières, des questions d'héritage, des questions d'ego. L'ignorance ou la connaissance de la fraternité n'est pas la garantie de la paix, n'est pas la garantie de l'amour. Il faut autre chose. Il faut vraiment autre chose. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne les deux interventions. Maintenant, sur la question que vous posez... La rencontre entre les nations et la République. Oui, je voudrais dire que nous avons pris un mauvais départ. C'est-à-dire pour parler comme le français René Dumont qui dit « l'Afrique noire est mal partie ». Donc je crois que l'unité du Cameroun est mal partie. C'est-à-dire c'est une unité qui a pris un mauvais départ. Le mauvais départ, c'est quoi? Le mauvais départ, c'est l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, tout au moins l'histoire qui commence avec la pénétration européenne, la colonisation, la décolonisation, c'est une histoire dissensuelle. Dissensuelle dans la mesure où les historiens eux-mêmes n'arrivent pas à s'accorder sur un certain nombre de dates et surtout sur la place que ces dates doivent occuper dans le ferment de notre vie communautaire. Donc c'est pour ça que je pense que l'histoire, on ne peut pas former notre unité sur une réalité distantielle. Donc l'histoire est distantielle. Et je crois que c'est donc pour ça que je partage le point de vue que vous développez, à savoir que l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui
en tant que garant de l'unité et tout ça, a été très mal garantir notre unité. En revanche, nous devons, pour que notre unité soit beaucoup plus forte, soit beaucoup plus... Professeur Abona, on en vient aux solutions dans un instant, je vous en prie. Nous faisons d'abord un diagnostic. Je ne développe pas l'argumentation. Très bien. Je voudrais juste dire qu'il faut qu'on ait quelque chose de consensuel, et je crois que ce qui paraît comme un consensus à ce niveau-là, c'est la réalité camerounaise sur laquelle nous pouvons fonder notre unité. Certainement, lorsqu'il sera question de développer les arguments, je voudrais donc ces arguments-là, le moment venu, pour montrer comment l'anthropologie est beaucoup plus consensuelle que la réalité historique. Alors, professeur Emmanuel Tumchoa, vous avez écouté certainement ce développement du professeur Paul Abona. Est-ce que vous avez des précisions à faire sur les sources historiques de ces replis identitaires? Il faut être honnête, je n'ai pas bien suivi. J'ai suivi seulement des morceaux. Oui, il nous disait en résumé que la colonisation n'explique pas seule ces discours de repli identitaire, et que le rapport de ces communautés avec la cosmogonie explique en grande partie ces discours de haine entre les uns et les autres. Bon, moi, ce que je veux dire... Que ces discours ne datent pas de la colonisation seulement, voilà. Non, mais... bon, ce que je peux dire, c'est que... je vous ai dit que les textes que j'ai sous la main, les discours de rejet de l'autre, c'est à partir des Français. Je n'ai pas vu ça chez les Allemands. Donc ça, c'est la première chose. Mais je n'ai pas dit que ça date seulement de la décolonisation. Il y a plusieurs facteurs. J'ai dit, le premier facteur, c'est que la lutte pour l'indépendance est partie autour du nationalisme radical et du panafricanisme. Il faut être correct là-dessus. Et donc, pour combattre ces deux idiots, on a développé des décismes et ainsi de suite. Donc, c'était un discours fabriqué pour combattre deux projets politiques, le nationalisme et le panafricanisme. Ça, c'est clair et on peut le démontrer. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais je n'ai pas dit que tout commence par là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la bourgeoisie tribale, aujourd'hui la bourgeoisie, utilise aujourd'hui cela pour se positionner. Il faut être clair et net, c'est-à-dire que la bourgeoisie dit aux gens, mais moi je suis votre représentant, personne n'a même délégué, mais je suis votre représentant. Et donc, c'est nous contre les autres. Donc, c'est une élite bourgeoise qui instrumentalise l'ennemi et la tribu pour se positionner dans la mangeoire nationale. Les peuples en bas n'ont rien comme problème, mais une élite tribale utilise cela. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Donc, ce n'est pas seulement la colonisation, mais aussi l'élite tribale. Et enfin, je vais aussi dire que l'accès quand vous regardez notre système politique, en fait, comme il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. On en vient aux aspects politiques. Professeur, on va commencer par les aspects socio-économiques d'abord. Je vous en prie, vous gardez la parole. La misère peut aussi être source de conflit, on le voit. La rareté des ressources, tout cela également alimente les conflits. Je pense et perd leurs âmes à ces nombreux morts des affrontements entre Mousgoum et Arabes Chois dans l'extrême nord, dans le Logon et Chari en 2022. Oui, mais est-ce que c'est la rareté qui fait qu'il y a la guerre? Non, c'est pas vrai. Tu vois, il y a des coins où c'est encore rare, c'est plus rare que ça, mais il n'y a pas la guerre. C'est pas toujours la rareté. Le gros problème, c'est que c'est vrai que dans le cas de l'extrême nord, il y a une tradition guerrière qui s'est implantée depuis. Des peuples à cheval veulent dominer une élite à cheval. C'est quoi, une élite à cheval veut imposer son credo au peuple des pêcheurs et d'agriculteurs. Ça, c'est ça aussi qui se défendent. Et ça, souvent, d'enjeux politiques. Quand vous verrez, vous voyez que c'est ceux qui alimentent ça, c'est une élite politique aussi. D'accord. Et parmi l'élite, c'est pas juste d'abord, c'est pas l'histoire des peuples, c'est d'une élite qui instrumentalise ça.
Alors, Maître Roland Diou, est-ce que le fait que les gens soient de plus en plus pauvres, cette inflation généralisée, est-ce que ça ne crée pas aussi ces sentiments d'injustice que tout cela alimente? Est-ce que ça n'oppose pas les communautés, ça ne contribue pas à opposer les communautés? Alors, je commence par remercier le professeur Abouna tout à l'heure pour les précisions qu'il fait et qui sont tout à fait pertinentes à mon avis. C'est-à-dire que on peut regarder la question des discours haineux sur du point de vue effectivement cosmogonique. On peut aussi regarder cela du point de vue politique, ou en tout cas historico-politique, comme tente de le démontrer le professeur Chumchua. Mais on peut également, et je pense que vous avez raison de le dire, voir ça sous l'aspect, disons, socio-économique. Mais ça revient à ce que j'ai peut-être pas clairement dit dans mon premier propos, c'est que quand les gens se connaissent mieux, en réalité, la question de la haine d'autrui... Le professeur Abouna disait... le fait de mieux se connaître n'est pas une garantie. Oui, c'est ce que je dis. Je suis d'accord avec lui. Je veux dire que il y a la cosmogonie qui explique que on peut mieux connaître l'autre, mais vouloir quand même se sentir plus seigneur que seigneur ou essentiel, etc. On peut même être des enfants d'une même maman et se détester cordialement. Et c'est pour ça que je le remerciais de ces lumières-là qu'il apporte au débat. Et je rajoute que en plus de la nature humaine qui peut être faite du meilleur comme du pire, il y a aussi des considérations d'ordre socio-économique qui justement, et j'en venais dans l'analyse, qui justement peuvent amener les gens à instrumentaliser un élément ou un autre pour justement se présenter comme plus légitime à accéder à telle ou à telle ressource. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la question foncière. Parce que quand vous la regardez au fond, vous voyez, c'est en réalité une sorte de point un point culminant de la conquête, ou alors de la bataille pour la conquête des ressources rares. Je vais vous prendre un exemple que je prends souvent quand je suis avec mes amis. Je dis souvent quand nous fréquentons les universités, n'est-ce pas? On est tous bons camarades de classe. On est tous bons amis. Sans qu'on ne sache même d'où vient tel ou tel. Les problèmes commencent en général lorsque chacun, en ce qui le concerne, fait face à l'allocation ou à la distribution par les pouvoirs publics de ce qu'on peut considérer comme les ressources rares ou les ressources collectives. C'est à ce moment-là que certains peuvent avoir des frustrations parce qu'ils estiment que certaines ressources leur sont plus difficilement accessibles que, par exemple, certains de leurs frères ou vice-versa. C'est des choses qui sont de l'ordre du socio-économique. Certaines personnes se rendent compte qu'elles ont peut-être moins de succès dans certaines entreprises que d'autres, et pour gérer leur frustration, peut-être ne se posent pas les bonnes questions, choisissent de faire le raccourci vers la question de l'identité pour justement expliquer sa situation personnelle. Et donc, je suis tout à fait d'accord de penser que effectivement, la situation générale, la situation économique et sociale générale peut permettre d'expliquer que les gens aient de plus en plus recours à des boucs émissaires, parce que je pense que c'est une bouc émissérisation de la situation. C'est-à-dire que la psychologie humaine est ainsi faite. C'est beaucoup plus facile pour l'esprit humain de choisir d'accuser plutôt que de se remettre en cause, en général. C'est plus facile de dire, si j'ai échoué, c'est parce que le professeur ne venait pas en classe à temps, c'est parce qu'il n'expliquait pas bien. C'est plus facile de dire ça que de dire que j'ai échoué parce que j'étais faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'effectivement, si on avait réglé, et je regarde souvent une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui dit, en gros, je crois que c'est Victor Hugo qui est mis en scène, qui dit qu'on ne peut peut-être pas combattre la souffrance, mais on peut combattre la misère. Parce que la misère est une maladie du corps social. Et donc, je pense que, c'est ma conviction profonde, si les gens sont à l'abri d'un certain type de besoins primaires,
il sera difficile que certains replis soient très exacerbés. Les gens vont dans certains excès, à mon avis, parce que certaines questions de survie primaire ne sont pas adressées. Et ne sont pas adressées, ne le sont pas correctement. Et c'est là où je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faudrait probablement, et je dirais même certainement, repenser, peut-être qu'on en parlera quand on en arrivera aux solutions, repenser le rôle de l'État. Parce que si l'État est là pour gérer les ressources collectives, et qu'on se rend compte que ce sont ces ressources collectives qui sont les poches d'exacerbation des replis et des discours haineux et violents, cela peut laisser penser que précisément l'État ne gère pas bien ces ressources collectives-là vis-à-vis des populations et qu'il faudrait peut-être revoir sa copie à ce sujet. Basile Togo, je sais qu'on aborde les aspects politiques de ce problème. On voit bien que la longévité au poste de responsabilité, à certains égards, crée ces frustrations de part et d'autre, non, de la scène sociale. Avant d'aborder le plan politique, permettez-moi de faire une brève pause sur l'aspect socio-économique. Vous savez, la suprématie dont veut faire montre certaines communautés sur le prisme de ce qu'ils sont meilleurs en affaires, meilleurs en commerce, peut susciter, n'est-ce pas, des éléments qui poussent certaines personnes à ne plus se reconnaître dans la société. Et vous savez, le discours qu'on tient, notamment dans les médias classiques et dans les réseaux sociaux, est, ma foi, assez calculé, qui vise, si on veut étudier dans le sens vertical et horizontal, qui vise, n'est-ce pas, soit à décourager certaines personnes à ne pas prendre la possibilité d'entreprendre sur le prisme de ce que certainement la scène est déjà occupée et qu'il serait difficile de déloger ce qui s'y trouve. Donc il y a aussi ce discours qu'il ne faut pas négliger, cet aspect du discours qu'il ne faut pas négliger, notamment dans la scène socio-économique. Et sur le plan politique, comme vous avez dit, je ne pense pas que le fait que les jeunes, on les écoute de plus en plus, cette volonté d'arriver aux affaires, de diriger, d'accéder aux conseils municipaux, d'occuper des postes importants de responsabilité, et le sentiment le sentiment que la machine est bloquée, que l'ascenseur social est bloqué. Non, je ne pense pas que ce soit l'une des causes. Je crois de ma part que cela relève, n'est-ce pas, de la faiblesse de certains acteurs politiques qui veulent atteindre, n'est-ce pas, leurs objectifs, et ils utilisent des voies de soubassement pour susciter, n'est-ce pas, soit l'adhésion, bien soit l'empathie de leur communauté pour atteindre un objectif précis. Et ma foi, c'est là où il faut condamner cela sévèrement, parce que, vous savez, les discours haineux ne sont que la conséquence de la violence, soit policière, dont on parlait tout au long de la semaine, soit la violence au niveau de la culture, dont font montre certains artistes aujourd'hui qui sont à tout bout de champ boycottés sur le prisme de ce qu'ils ont presté dans un concert ou bien dans un meeting organisé par un parti politique dont je ne voudrais pas citer le nom, si nous le connaissons particulièrement, qui ont été boycottés en Europe et autres par des sympathisants de certains partis politiques. Cela démontre à suffisance que cela est, n'est-ce pas, la conséquence. Cela est entretenu par des hommes politiques de peu d'épaisseur, n'est-ce pas, dans l'impossibilité de mettre sur pied un projet de société qui puisse faire adhérer le maximum de Camerounais. On utilise des voies et des moyens pour susciter l'empathie, pour opposer des communautés sur le prisme de ce que tel a déjà fait tellement 40 ans au pouvoir, c'est maintenant notre tour. Vous savez que c'est ce genre de discours sont à répétition dans les réseaux sociaux et sont même entretenus par certains leaders politiques
dont vous connaissez pertinemment de qui je parle. Donc, ma foi, il faut faire très attention. Parce que nous qui avons la lourde responsabilité d'informer, de communiquer, de sensibiliser les Camerounais, nous devons déjà, n'est-ce pas, à partir de notre langage, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de bannir ce type de discours qui peuvent être susceptibles d'être interprétés autrement dans la rue par des personnes qui ne connaissent pas la réalité du jeu politique. Comme certains, comme toi, Maître Djewou et moi, par exemple, que nous connaissons la réalité de la scène politique. Mais en force, n'est-ce pas, d'entretenir ce genre de discours, cela peut être interprété par des personnes qui sont faibles d'esprit et la conséquence pourrait être néfaste. Professeur Polabouna, quels sont les ressorts politiques de cette tension entre les communautés? Oui, je dirais que ces ressorts politiques-là existent, mais sur le plan de la manipulation. Je vais un peu m'expliquer. L'argument que vous avancez, l'argument selon lequel la longévité à certains postes, parmi lesquels le poste de président de la République. Bon, j'ai pas cité de poste, hein, puisque on entend. Oui, j'ai parlé de postes en général. Oui, évidemment, le poste de président de la République est un poste également qui est convoité par les jeunes. Oui, je peux citer celui-là pour argumenter, puisque c'est moi qui le cite. Pour argumenter. En réalité, c'est une grosse division. Moi qui vous parle, moi je suis Etienne, je suis Betty, je vous assure. On dirait que les Betty sont au pouvoir, mais ce que je suis aujourd'hui là, si vous connaissez un peu la ville de Yaoundé, j'ai grandi à la carrière à Jean Vespa, à Gros Bouquet, en plein cœur de pays Bamleké. Donc je peux dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être à 70 ou 90, à 75%. Issus des ressortissants de l'Ouest. Donc, il y a en sous-jacence l'idée selon laquelle ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui mangent. Et je crois que cet argument politique-là devrait être déconstruit par les réalités factuelles. Je vais vous prendre quelques exemples. J'ai cité le chef de l'État. Je peux citer des gens dans son entourage vraiment le plus immédiat. Si vous prenez une personnalité comme la première dame, vous verrez que l'un de ses collaborateurs très puissants, le plus direct, s'appelle Stéphane Diacha. Ceux qui le connaissent, il n'a pas un poste officiel, mais il gère quelques-unes de ses affaires. Si vous prenez une personnalité comme Franck Biya, vous verrez que l'un de ses hommes de main les plus puissants s'appelle Ngou Gislain. Gislain Ngou, pour ceux qui les connaissent un peu. Pour dire quoi? Pour dire que en réalité, j'imagine que si une autre communauté, je pense que ça peut être un anglophone, nos compatriotes du Grand Nord et tout ça, lorsque vous avez le pouvoir, en réalité, je pense que vous évitez de satisfaire le grand nombre de vos communautés, parce que vous allez dire, mais on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour dire que l'argument politique est là, mais il relève tout simplement de la manipulation, vraiment de la pure manipulation. Et cet argument est d'autant plus fondé que vous verrez que les discours de repli identitaire, les discours de haine, les discours d'activité reviennent toujours lorsque le pouvoir est mis en jeu. Lorsqu'il y a un enjeu de pouvoir, lorsqu'il y a un enjeu économique, je crois que cela a été suffisamment documenté par les intervenants précédents. Observez bien lorsque on parle de fin de règne, lorsqu'il y a une élection présidentielle, après l'élection présidentielle, ces discours-là reviennent toujours. Pour dire qu'en réalité, c'est comme si ça faisait déjà partie de l'éthos politique de nos communautés. Alors, la réalisation me signale qu'on a perdu le professeur Polabouna. Maître Roland Djewou, est-ce que vous souscrivez à l'analyse que vient de faire le professeur Polabouna? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la manipulation. Sur la scène politique, il y a essentiellement de la manipulation quand on évoque la question
justement des identités, que ce soit d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Faut bien suivre mon regard. Effectivement, et c'est le docteur Aristide Monod qui fait souvent cette distinction quand il parle des Camerounais d'en bas, les en bas d'en bas et les en haut d'en haut. C'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qui sont aux affaires, en fait, c'est une sorte de clientèle qui se constitue. Et c'est une clientèle très visiblement transethnique. Très visiblement transethnique. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas fondamentalement dire que ce sont les tels qui sont au pouvoir. Vous pouvez pas dire ça. Parce que, en fait, si vous vous en tenez à l'origine du leader central, pour disons, faire une conclusion, alors elle serait hâtive dans la mesure où, et c'est ce que le professeur Paul Abouna disait tout à l'heure, il y a autour de ces personnes-là un deuxième cercle, un troisième cercle, etc. qui sont effectivement très composites. De la même manière, quand on se retrouve dans les classes inférieures de la société, il y a le même brassage, de sorte que si on parle de la question de l'alternance, par exemple, et qu'on pose la question de la longévité au pouvoir, la manipulation va aller dans deux sens au moins. Un premier sens sera, c'est-à-dire que la manipulation ethnique va aller dans un premier sens qui consistera à mobiliser des éléments de soutien, voyez, de la personne qui incarne le leadership en place pour vendre l'idée selon laquelle si on pense à l'alternance, c'est qu'on s'attaque à l'ethnie de celui qui est au pouvoir. Dans le sens inverse aussi, il y aura des éléments qui auront tendance à vouer aux gémonies, non pas les idéologies, parce que parfois on entend beaucoup sur la scène politique des gens faire des analyses et prétendre que il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de ci, il n'y a pas ça. Non, c'est précisément parce qu'il y a la manipulation politique que le débat public au Cameroun est pauvre. C'est parce qu'il y a la manipulation politique qu'on ne demande pas à un acteur politique, par exemple, qu'est-ce qu'il pense faire. On s'arrête sur des choses qu'on a parfois pris dans les réseaux sociaux et on attend qu'il soit solidaire ou qu'il se désolidarise de choses dont il n'a probablement jamais été solidaire au nom, justement, de ce qu'il profiterait, de ce que ça lui profiterait, de ce que ce serait un crime qui lui profiterait. Je vais donc donner une illustration, une simple illustration. Il y a un personnage sur la scène publique camerounaise qui s'est longtemps illustré par des propos outrageants et visiblement haineux, qui vit aux États-Unis, je vais pas le citer. C'est un écrivain, c'est un écrivain qui est enseignant d'université, qui vit aux États-Unis, qui a d'ailleurs été pris quand il était au Cameroun pour des questions d'immigration clandestine. Patrice Ngana. Vous l'avez cité. Vous avez quelqu'un comme celui-là qui a toujours tenu des propos qu'il assumait. Mais vous avez d'autres intellectuels sur la scène publique qui prétendent que, par exemple, un homme politique qui n'a jamais été associé à ce dernier, ni de près, ni de loin, ni de manière organisationnelle, ni de manière informelle, devait se désolidariser de lui pour prétendre à la sainteté. De sorte que, si vous ignorez simplement ce jeune homme, enfin ce monsieur, on considère que parce que vous êtes de la même ère sociologique, vous êtes forcément du même avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de la manipulation dans les deux sens, en fait. Et donc, il faut qu'on se mette vraiment au-dessus de cela. On a vu au Cameroun des personnalités se réunir dans certaines villes du Cameroun pour dire, par exemple, que l'Ouest a tourné le dos à certains hommes politiques. Mais la question curieuse que je me suis posée, c'est que pourquoi l'Ouest tournerait le dos à Maurice Kamto et pas le Nord, et pas l'extrême Nord, et pas le Sud-Ouest, et pas le Centre? Pourquoi l'Ouest, précisément? Ça, c'est donc les éléments que je peux mobiliser pour montrer qu'effectivement, au-delà de la réalité, c'est-à-dire que sur la réalité du phénomène, je suis totalement d'accord avec le professeur Abouna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haine entre Camerounais. D'ailleurs, les gens vivent ensemble. C'est peut-être au moment de manger ensemble qu'il y a des dissensions, mais les gens vivent bien ensemble. D'ailleurs, ils mangent même ensemble quand ils sont d'une certaine coterie. Et quand ils sont copains ou membres de certaines enfin quand ils sont entre eux. Maintenant, et là encore, on peut l'observer effectivement à l'occasion, par exemple, des échéances électorales,
on mobilise cette fois-ci, à ce moment-là, de manière très artificielle, justement, on mobilise de manière très artificielle la haine de l'autre. Je prends un exemple. Un sociologue sur un plateau de télévision à Yaoundé, par exemple, a réussi à prétendre que certaines communautés se serviraient de l'idée du changement comme cache-sexe pour prendre le pouvoir et dominer les autres communautés du Cameroun. Une manipulation comme celle-là est doublement pernicieuse. D'abord, pourquoi? Parce que, premièrement, on prétend que une ambition politique ne peut pas être une ambition politique individuelle ou idéologique. C'est forcément une ambition politique communautaire, ce qui est un premier hors-sujet. C'est-à-dire qu'on postule que ceux qui sont engagés dans le champ politique soutiennent une idée, un parti, un leader, le soutiennent forcément parce qu'ils ont des projets d'hégémonie tribale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on prétend aussi en même temps que ils ne prennent pas le pouvoir pour gérer le pays. Ils ne prennent pas le pouvoir pour mettre en place un projet de société. Ils ne prennent pas le pouvoir pour apporter, par exemple, de l'eau, de l'électricité. Non. Ils prennent le pouvoir et là, on fait un procès d'intention. Ils prennent le pouvoir pour asservir les autres communautés. C'est-à-dire qu'on rend l'idée de la conquête du pouvoir une question de danger. Ça, c'est justement des éléments de la manipulation. C'est-à-dire que désormais, on fait croire à l'opinion publique qu'il ne fait pas bon. Voyez-vous? D'être engagé en politique parce qu'il y aurait des gens qui feraient ça contre vos intérêts pour vous rendre leurs esclaves. Et donc, malheureusement, les esprits faibles, comme l'a indiqué tout à l'heure le monsieur David Etogo, vont acheter ce genre de prêt-à-penser de certaines personnes et en faire leur credo. Et justement, quand les échéances arrivent, quand les joutes se font plus intenses, ça va ressortir pour exacerber, pour jeter de l'huile sur le feu de la cohésion entre les communautés. Professeur Emmanuel Chumchoa, est-ce qu'on pourrait dire que le champ politique national n'est fait finalement que de manipulation ethnique, manipulation des communautés les unes contre les autres? Je ne sais pas comment vous répondre, mais je voudrais juste réagir à la suite de M. Diou pour vous donner le même. Je veux vous parler du discours de 1922, qu'il veut dominer les autres. Hein? Les Douala voulaient dominer les autres, ce que Charles Tangana a dit. Et ça veut dire que dans cette affaire-là, le pouvoir colonial est le meilleur arbitre. Donc, on préfère rester encore chez le colon, chez le maître, que de permettre que quelqu'un de l'autre camp, si on pense, puisse émerger. Je pense à la même chose qu'on fait aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire, on dit donc, pouvoir en place dit, bon, il est mieux si vous laissez quelqu'un de l'autre de tel ennemi émerger, il va vous mettre en esclave. Donc, la meilleure solution, c'est nous. Nous sommes encore la meilleure alternative. Et je crois que c'est ça la manipulation politique. Au cœur de tous ces enjeux, c'est la manipulation politique. Parce que, comme je disais à quelqu'un, si vous regardez bien, moi j'ai travaillé dans les ONG, j'ai travaillé au sud partout. Quand vous allez je suis allé un jour de Samlimadoum, 100 km, j'ai fait presque 4 heures parce qu'il n'y a pas de route. Là, le département n'est pas bien. Donc, dit que l'autre, et moi je pense qu'il faut, pour déconstruire ça, il faut aller sur des cas concrets comme ça. N'est-ce pas? À mon avis, il manque un travail de déconstruction de ce discours de haine. Un travail méticuleux. Cet appel est désormais en cours d'enregistrement. L'enregistrement est terminé. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, je disais qu'il manque un travail de déconstruction. D'abord, en commençant par chez soi. Parce que c'est très facile de dire que le mal, c'est l'autre. Non. Il faut commencer même dans nos tribus, dans nos ethnies, dans nos familles, à déconstruire ça. À dire que l'autre n'est jamais mon ennemi. Les structures capitalistiques et monopolistiques nous imposent une manipulation de l'autre pour oublier que nous sommes sous la dépendance. Nous manipulons pour oublier les rapports sociaux inégalitaires entre ceux possédants et ceux qui ne possèdent pas. Quand on va à l'hôpital, on ne demande pas l'ennemi de la personne. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de remède à l'hôpital, c'est pour tout le monde. Quand il n'y a pas d'eau, c'est pour tout le monde.
moi je pense que au-delà de tout ce qu'on diagnostique, il nous faut un travail de déconstruction et un travail aussi en commençant par chez soi. Très bien. Moi je pense que c'est la première piste de sortie. À 20h30, on va prendre une légère pause, Lupergo, et on revient derrière justement pour évoquer les solutions. Les solutions sur divers aspects à cette prolifération des discours de repli identitaire au Cameroun. Madame, Monsieur, à tout de suite, ne bougez pas. Retour à l'antenne dans le cadre de ce programme spécial Fête de l'Unité. Nous questionnons ce soir les ressorts et les solutions pour sortir de cette inflation inédite des discours de repli identitaire au Cameroun, alors que le Cameroun célèbre demain la 51e fête de l'unité. Nous avions au téléphone le professeur Paul Abouna avec qui nous avions perdu le contact. Il est à nouveau en ligne avec nous. Professeur Paul Abouna, nous engageons à présent les pistes de sortie. Je vous invite tout d'abord à commenter ces propositions faites il y a 2 jours par le gouvernement qui annonce un plan d'éducation et de formation à la citoyenneté. Il y a une floraison de propositions. Je rappelle que il s'est tenu il y a quelques jours à Yaoundé également un forum, un symposium, voilà, sur cette question des discours de haine. Oui, voilà, à l'initiative de la faculté du département de sociologie de l'université de Yaoundé 1 où vous enseignez. Professeur, mais commentons d'abord ces propositions du gouvernement qui annoncent un plan d'éducation et de formation à la citoyenneté avec des sensibilisations dans les médias et hors des médias. Quelle efficacité ce plan? On va aller point par point, professeur. Oui, je crois qu'il n'y a aucune efficacité à ce plan-là. À ce plan-là, je voudrais déjà dire que le colloque auquel vous faites allusion a été organisé par le département de sociologie de l'université de Yaoundé 1 sur les discours haineux. Colloque lui-même qui avait été précédé par un autre colloque organisé par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. En juin 2021. En juin 2021. Ce que je puis vous dire, c'est que les résolutions et le travail fait par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sont beaucoup plus sérieuses, ces résolutions-là, que les dernières propositions faites par le gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que il y a, lors du colloque organisé par la Commission, il y a une résolution qui avait été prise, qui était la certitude de la sanction. Vous savez, il y a des lois... Alors, on ne vous a pas bien suivi la certitude? La certitude de la sanction. Ok, d'accord. La certitude de la sanction. La loi existait déjà pour les discours haineux, mais les sanctions ne sont pas certaines. Tout simplement parce que nous avons un système répressif qui est un peu, je peux dire, qui n'est pas... Donc, l'éducation à la citoyenneté ne fera rien de tout cela. Ah bon? Parce que les personnes qui tiennent des discours haineux, vous n'allez pas me faire croire que c'est des personnes qui ne sont pas éduquées. Je crois même que ça doit être parmi les personnes les mieux éduquées de notre pays. Donc, c'est pas à eux qu'il faut apprendre quoi que ce soit à travers une éducation à la citoyenneté. Donc, je crois qu'il faut sanctionner, monsieur. Il faut passer aux sanctions. Les sanctions ne sont que pécuniaires. Il faut commencer par les sanctions. Et je crois que le gouvernement devrait montrer sa fermeté et son sérieux en sanctionnant. Et puis, autre chose. Maintenant, je crois que votre question concernait également les solutions. Oui, voilà, je souhaitais qu'on aille point par point. D'abord, je souhaite prendre l'avis des uns et les autres sur ce plan d'éducation à la... Donc, mon avis, vous l'avez oui. déjà. Ceux qui tiennent des discours haineux ne sont pas des incultes, ne sont pas des analphabètes, ce sont des personnes très, très éduquées et tout ça. Je crois que dire qu'on va les éduquer, je crois que c'est comme une sorte de coup d'épée dans le dos. C'est une solution inopérante. Basile Togo,
C'est le ministre Sadi qui l'a annoncé il y a 2 jours. Le gouvernement va mettre en place un plan d'éducation et de formation à la citoyenneté avec des sensibilisations sur le terrain et dans les médias. Oui, ce sont des... Le professeur Abouna dit que ce sera inefficace. Ce sont des initiatives loin. Non, peut-être il parle de l'inefficacité en ce qui concerne des personnes. Il dit plutôt solution inopérante parce qu'il dit ceux qui tiennent les discours de haine le font en connaissance de cause. Ça, il dit que peut-être il le dit à l'endroit, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans ce machination, hein, qui consiste, n'est-ce pas, à endoctriner ou bien à enfariner. Professeur, est-ce que vous pouvez... Alors, professeur Abouna, est-ce que vous pouvez faire une précision? Est-ce que on est sûr que tous ceux qui le font sur les réseaux sociaux ont conscience de ce qu'ils font? Oui, je peux vous prendre des exemples. Je vais vous prendre des exemples. Lorsque vous avez entendu les propos que mon collègue Abbé a tenus à une chaîne de télé à Yaoundé, il a refusé de demander pardon. Vous n'avez pas dit qu'il n'est pas éduqué à la citoyenneté. Si vous prenez un compatriote comme Nganang, vous n'allez pas me dire que Nganang qui enseigne dans les universités ne connaît pas l'éducation à la citoyenneté. Ça, et de Dieu maintenant. Comment allez-vous faire pour arrêter les réseaux sociaux? Et vous savez parfois que dans l'émission de ces discours-là, de haine, il y a parfois des faux profils. Est-ce que vous allez éduquer également ces faux profils-là? Donc je crois que c'est ça que je pense que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ceux qui tiennent ces discours-là ne sont pas des incultes, ne sont pas des analphabètes, ils ne sont pas déficitaires d'une éducation à la citoyenneté. Très bien. La précision étant faite, Basile. Et justement, c'est là où mon analyse se situe. Peut-être le professeur parle uniquement de ceux qui ont un niveau de confort intellectuel qui ont de l'épaisseur et qui manipulent le peuple en utilisant des discours haineux. Mais je pense pour ma part que ce n'est pas... on ne peut pas rejeter ces propositions du gouvernement, notamment en ce qui concerne les conséquences qui peuvent découler, n'est-ce pas, des populations qui absorbent, n'est-ce pas, à outrance la consommation de ces discours haineux et qui pourraient se manifester dans notre société. Et je pense que c'est l'une des cibles qui pourrait, n'est-ce pas, bénéficier effectivement de ces mesures gouvernementales dans le cadre de la sensibilisation et de la communication qui pourra être tenue. Mais pour ma part, je voudrais aller un peu plus loin en disant que pour résoudre efficacement ce problème, nous devons nous en tenir d'abord au respect des lois. D'accord? Le respect des lois est une panacée efficace à la résolution complète et définitive de ce problème. Si tout le monde respecte la loi, quel que soit dans le camp qu'il se trouve, quelle que soit son épaisseur politique, quelle que soit, n'est-ce pas, son appréhension sociale, je crois que ce serait une avancée. Nous devons aussi apprendre à respecter les institutions de la République et ceux qui les incarnent. Parce que le fait de tirer à outrance sur les institutions de la République, cela conduirait à fragiliser ces institutions-là et ne pas permettre à ce que ces institutions puissent frapper efficacement ceux qui sont dans cette pratique, qui essaient dans cette pratique-là. Il faut aussi dénoncer. Hein. Nous devons aussi avoir le courage de dénoncer. Quel que soit le bord politique dans lequel il se trouve, il faut dénoncer. Il faut refuter cela dans la communication que nous tenons au quotidien et qui est très susceptible. Parce que la communication que nous, les acteurs politiques, nous tenons, ça a un aspect terrible sur les populations qui souvent n'ont pas l'épaisseur politique comme nous pour savoir ce qu'il faut trier. Et lorsque nous balançons ça comme ça dans les masses médias ainsi que dans les réseaux sociaux, cela peut être interprété comme au premier degré. Et puis, il peut en découler énormément de préjudices qui peuvent être soutenus. Donc, pour ma part, il est important, n'est-ce pas, que nous devons d'abord sanctionner cela dans les médias. Et j'invite aussi les médias
à forte réputation comme vous et qui ont un photo du mat, à pouvoir aussi sensibiliser, à permettre à ce que ceux qui viennent tenir des discours soient des personnes qui ont une certaine moralité. Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, d'éviter des personnes qui, ma foi, pratiquent, excèdent dans ce genre de pratiques-là. Professeur Emmanuel Tunchoa, les pistes de solutions, on a parlé de ce plan d'éducation à la citoyenneté que propose le gouvernement. Inefficace, répond le professeur Paul Abouna, qui pense que ceux qui tiennent ces discours le font en leur âme et conscience, ils ont bien conscience de ce qu'ils font. Quelles sont pour vous les pistes les plus opérationnelles pour sortir de cette gangrène sociale aujourd'hui? Oui, donc moi j'avais commencé déjà à énumérer quelques pistes. On ne peut pas avoir la solution entière. Je voulais terminer sur le dernier orateur. Si vous regardez aussi ailleurs, comment on a combattu le racisme, on a battu l'homophobie, on a une loi disant que si tu fais ceci, on va te mettre en prison, on va te condamner. Donc, à mon avis, il faut commencer par appliquer la loi et condamner tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font en apologie du tribalisme et autres. Moi, je pense qu'il faut commencer par appliquer la loi et sans parti pris, vraiment avec fermeté. Moi, c'est la première chose. On ne peut pas épurer une société que par la loi aussi. Je suis d'accord aussi que l'éducation y est. Mais je suis aussi qu'il y a ce que j'appelle un engagement citoyen. Ceux qui pensent que ce pays-ci ne doit pas brûler peuvent commencer, comme je dis, à essayer de déconstruire d'abord dans son groupe sociologique, à déconstruire tous ces discours-là. Et pour le déconstruire, il faut donc se montrer d'abord comment la structure sociale est. Je disais que lorsqu'on regarde notre société, on est en train de fabriquer une forme de classe sociale. Une classe sociale qui, pour masquer son comportement de classe, instrumentalise le tribalisme. Donc, il est possible, quand vous regardez ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont en haut, ceux qui sont dans les ressources rares, ils se marient entre eux, comme dit, ils se marient entre eux, ils font des plaisirs partagés, mais après ils nous fabriquent des choses comme les nids pour que nous ne voyons pas jusqu'où vont le compagnonnage avec le pouvoir. Donc, à mon avis, il faut commencer à déconstruire ça et à montrer que ce discours-là, c'est un discours de classe, pour masquer un comportement de classe. Et enfin, moi je pense que ce n'est que par la réjouissance, le tribalisme et le racisme sont nés de l'échec du combat national et panafricaniste. Donc, si nous voulons guérir, il faut retourner à ce combat national. Bâtir un espace qui soit le nôtre, indépendant et nationaliste, en même temps panafricain. Ce n'est qu'au prix de ça qu'on peut commencer à faire reculer les ténèbres du tribalisme et de l'ethnicisme. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Vous restez en ligne avec nous, professeur. Maître Roland Diou, qu'est-ce qui rend si difficile l'application de la loi de 2019, le code pénal camerounais modifié et complété en 2019 et qui a introduit dans ces dispositions des articles qui pénalisent les discours de haine basés sur la religion, l'ethnie. Une seule chose, la volonté politique. C'est la volonté politique qui empêche que cela soit effectif, appliqué. Et c'est à ce sujet-là, c'est à ce propos que je serais d'accord avec le professeur Abouna, encore une fois. Je pense que, là je vais peut-être nuancer par rapport à lui qui est un peu plus tranché. Je vais nuancer en disant que oui, la sensibilisation ne saurait jamais être une mauvaise chose en soi. Je pense que c'est bien de sensibiliser, mais je crois que comme solution, c'est un peu paresseux de ma part qu'un gouvernement, c'est-à-dire que si on avait affaire à une ONG, si on avait affaire à de la société civile qui disait que ok, ma contribution pour réduire les discours haineux dans la société, c'est que je vais faire de la sensibilisation, on comprendrait. Vous voyez? Mais là, vous parlez d'une communication gouvernementale, c'est-à-dire qu'un porte-parole du gouvernement a cru devoir réunir la presse pour nous dire qu'il va sensibiliser les Camerounais à arrêter avec les discours haineux, alors qu'il a d'autres outils beaucoup plus contraignants.
dont on voit précisément l'efficacité quand il faut par exemple combattre l'opinion dissidente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est dans un État qui est, comme tout le monde le sait, répressif. Si on ne veut pas qu'il y ait une manifestation publique, par exemple, il n'y aura pas de manifestation publique et tous les moyens seront mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de manifestation publique, quitte à gonfler artificiellement les faits pour condamner les gens à des peines de 7 années de prison, voire plus, sur la base de motifs qui n'ont rien à voir avec ce qui était projeté. Mais quand il s'agit de discours haineux, justement, vous voyez pourquoi je trouve que c'est paresseux, et c'est malheureusement volontairement paresseux, parce que vous pouvez pas m'expliquer que le même État, qui dans un cas se montre, il réussit à sortir les abeilles, et je sais pas, peut-être ces autres animaux dangereux là, nous dit que tout ce qu'il peut faire, c'est sensibiliser. Alors qu'en plus, il y a un dispositif répressif qui a été mis en place. Vous avez des chaînes de télévision qui ont, pendant plusieurs semaines, distillé presque impunément des discours haineux. Pourquoi est-ce que il n'y a pas eu mobilisation de la force de l'État contre cela? Et donc, en définitive, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont auteurs de ces discours haineux, ce ne sont pas des gens qu'il faut sensibiliser, c'est des gens qui le font en connaissance de cause. Et malheureusement, j'ai bien l'impression, en tout cas au regard d'un certain nombre d'éléments, j'ai bien l'impression que ce discours haineux est fait surtout les affaires de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Je suis navré de le dire, parce que on n'explique pas que dans un cas, il soit prompt à la répression, et que dans un cas comme celui-là qui touche à notre vivre ensemble, à notre existence même en tant que nation, il soit aussi laxiste. Mais j'aimerais poursuivre un peu plus l'analyse en indiquant qu'à mon avis, il faut ajouter à la palette des solutions, pas seulement la sanction, évidemment la sensibilisation, il faut ajouter à la palette des sanctions que et je crois que c'est le professeur Tchumjoua qui l'a dit, je le dis aussi comme lui, mais avec mes propres mots. Je pense que en tant que nation, il ne me souvient pas que les Camerounais se soient véritablement prononcés eux-mêmes sur le type d'État qu'ils veulent pour leur pays. Et ça fait comme si à chaque fois on bricole avec quelque chose qui nous est tombé un peu dessus. On fait du saupoudrage, on essaye de faire avec ce qui existe, alors qu'on peut parfaitement se donner le temps de s'asseoir en tant que nation dans toutes ces différentes composantes, de discuter pour faire sortir de ce dialogue national-là la meilleure nature possible pour notre État au regard de ses réalités, et lui donner, au regard de la nature qu'on aura déterminée, la forme qu'il convient, pour que, en fait, chaque segment de la nation puisse non seulement l'accepter et la respecter, non pas seulement comme quelque chose qui vient du dehors, qui est imposé, mais comme quelque chose qui est le produit. Vous voyez ce que je veux dire? Le produit de la contribution, du travail de toute la nation, de la nation tout entière, à l'effet de se doter d'un État moderne et efficace. Je crois qu'on ne va pas faire l'économie, tôt ou tard en tout cas, on ne fera pas l'économie de passer par cette case-là, case qui à mon avis serait d'ailleurs probablement la meilleure catharsis sociale pour vider les poches de haine qui se construisent génération après génération, parfois sur des incompréhensions, des malentendus historiques, etc. Il faudrait qu'on s'asseye dans ce que le projet de société, par exemple, du MRC appelle les assises nationales de la fraternité, parce que nous sommes avant tout une nation. Le hasard a voulu que les différentes communautés qui composent la nation camerounaise aujourd'hui se retrouvent dans un seul et même État. Le chemin parcouru fait que nous avons désormais des choses en commun. Et l'avenir nous montre qu'on ne gagnera pas à retourner à nos micro-entités précoloniales. Donc, on a intérêt à nous constituer mieux pour affronter les défis du monde à venir. Peut-être pour aller encore plus loin vers des regroupements encore plus importants et plus efficaces. Parce que, comme vous le voyez vous-même de par le monde, la tendance est
aux grands regroupements parce que ce sont les regroupements les plus efficaces sur le plan politique, géopolitique, économique et j'en passe. Professeur Paul Abouna, parlons de ces recommandations de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, des travaux auxquels vous avez pris part. Vous vantiez l'efficacité de ces mesures énoncées. Quelles sont ces mesures? Oui, je crois que je ne les ai pas en tête. C'est des mesures qui ont fait l'objet d'une très forte documentation qui a certainement été soumise à l'attention du chef de l'État. Ce que je puis vous dire, c'est que c'est des mesures qui ont été faites par vraiment la fine crème de ce que l'université camerounaise a d'experts. Et je peux citer de mémoire le professeur Minkwache, le professeur Mbondje Djengele, le professeur Boyomo, moi-même. Il y a un certain nombre d'experts, le professeur Elvis Golengole et tout ça. Donc je crois qu'il y a un document qui pourrait être considéré comme la Bible en ce qui concerne le discours de haine. Mais maintenant, je pourrais également proposer des solutions qui sont sur la base de ce que j'ai entendu, qui me sont propres. Il y a deux niveaux de solutions que je propose. Je partage vraiment les arguments de mec. Je ne sais pas pourquoi lui et moi nous vibrons pratiquement au même diapason. Il faudrait un nouveau contrat social. Il faudrait une nouvelle charte de l'unité qui soit vraiment l'émanation des communautés du peuple camerounais. Ça, c'est à venir. Mais il y a deux problèmes majeurs que nous devons résoudre pour éradiquer, réduire à leur expression la plus simple des discours de haine. Il y a la gestion du pouvoir suprême au Cameroun. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la question foncière à deux niveaux. Prof, je vous en prie, pour la gouverne de nos auditeurs, je souhaiterais que vous expliquiez chaque proposition que vous faites. Je vous en prie. Oui, j'ai dit la gestion du pouvoir politique suprême au Cameroun. Ça, c'est premier niveau de solution. La première solution. Vraiment, s'il y a une clarté à ce niveau, je crois qu'on observerait moins de discours de haine, puisque chaque fois que ce pouvoir politique est mis en jeu, on mobilise, c'est-à-dire on instrumentalise la haine, la peur de cruie, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la question foncière qui me semble même plus importante. Il faudra la résoudre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est expliquer aux populations que les acquisitions foncières ne se sont pas faites de manière forcée, pour la plupart. C'est-à-dire, ceux qui occupent les terres ne les ont pas arrachées. Ceux qui occupent les terres, parfois les ont achetées. Et parfois continuent toujours de les acheter. Et quand on dit acheter, il y a certainement un vendeur. Donc il faudra régler ce problème-là, parce qu'il ne faudrait pas que ces acquisitions-là soient perçues, soient représentées comme des usurpations, des vols. On a volé, on a pris nos terres. Non. Il faudra résoudre ce problème-là. Deuxièmement, il faudrait que, de mon point de vue, que l'État, actuellement, si vous regardez les statistiques, vous verrez qu'il n'y a que 30% des terres au Cameroun qui sont occupées. Donc, il y a une très grande quantité de terres qui restent encore inoccupées, non immatriculées. Il faudrait donc que l'État, avant de voir plus clair sur cette question-là, arrête le statu quo. C'est-à-dire avant de voir plus clair, on arrête d'abord les ventes. Et puis, ceux qui ont acquis les terres, on ne peut plus les déloger. On ne peut pas. C'est pratiquement impossible. Donc, que les populations soient rassurées à ce niveau. Après, on ne peut pas nous déloger. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les acquisitions foncières soient représentées comme une politique ethnocidaire. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des peuples, ils n'ont que la terre. Si vous leur avez pris la terre, vous avez tout pris. Donc, si on règle la question foncière, je crois que nous n'aurons plus beaucoup de production de discours. Troisième proposition, très rapidement, il faudrait que les Camerounais apprennent qu'ils peuvent s'épanouir. Il faudrait qu'ils soient ouverts au monde, pas seulement au Cameroun, qu'ils soient ouverts au monde, parce que dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, s'ils n'ont rien ici au Cameroun, vraiment, leur vie
est sans issue. Je vais vous prendre des exemples. Il y a beaucoup de nos compatriotes, moi j'enseigne à l'université, si vous voyez les derniers actes qui ont été produits par le recteur, le professeur Soso, vous verrez qu'il y a des dizaines d'enseignants dans mon université qui ont été recrutés, mais qui ne viennent pas enseigner parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Et je crois que l'État... Lorsque vous dites ailleurs, c'est à l'étranger? À l'étranger, bien sûr, okay. À l'étranger. Vous n'avez qu'à voir le nombre de médecins qu'on a à l'étranger, le nombre d'enseignants d'université, le nombre d'ingénieurs. Je crois que l'État devrait donc orienter le gros plein de nos énergies, le gros plein de nos diplômes, vers là où les terres peuvent leur être favorables. Et pour finir, il faudrait également régler le problème de la double nationalité. Parce que nous avons nos frères qui sont partis, et à un moment donné, ils partent, leur cœur reste au Cameroun. Mais si la législation actuelle les condamne à rester à l'étranger, je crois que vraiment, cela serait une source d'énergie qui peut déboucher sur des questions comme les discours et consorts et tout ça. Donc je crois que je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit, mais il y a quand même ces points-là, la gestion du pouvoir suprême, la question foncière, l'expertise qu'il faut orienter ailleurs et puis résoudre le problème de la double nationalité. Alors, professeur Chimcha, est-ce que je souhaite bien, je ne sais pas si vous avez très bien compris, le professeur Paul Abouna reviendra peut-être. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que vous entendez par nouveau pacte communautaire, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on y met, professeur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Le nouveau pacte le nouveau pacte communautaire. Oui, professeur Abouna, on revient à vous, professeur Chimcha. Le nouveau pacte communautaire? Oui. Non, je voudrais que notre unité ne soit pas le fait de l'histoire coloniale ou bien de l'histoire post-coloniale. On va dire, bon, vraiment, il y a eu réunification et tout ça, c'est pour ça que nous sommes devenus unis. Non. Il faudrait qu'il y ait, et cela peut même se faire par voie référendaire, qu'on propose aux Camerounais des modèles de société. Les modèles pourraient être le socle de notre unité. Et on leur propose donc ces modèles-là, mais c'est des modèles qui soient davantage articulés aux réalités sociologiques, aux réalités anthropologiques, pour que chacune de nos communautés puisse se reconnaître dans l'unité que nous postulons pour les années futures, pour que cette unité-là ne soit plus remise en cause, je ne sais pas, ultérieurement. Voilà un peu globalement ce que je voulais dire par nouveau pacte communautaire. D'accord. Ok. Basile Togo, sur ces propositions qui sont faites? Non, je pense que nous devons tous contribuer à ce que ces propositions soient pratiques. J'aime souvent dire que ce Cameroun nous appartient tous. Hein. Si nous nous amusons, n'est-ce pas, à tenir des propos qui, ma foi, divisent au lieu de solidifier l'État, je pense que c'est nous tous qui en pâtirons. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à la conscience des hommes politiques. J'appelle à la conscience des leaders d'opinion. J'appelle à la conscience, n'est-ce pas, Je suppose que quand vous dites homme politique, c'est bien homme politique de tous bords. Je dis homme, je n'ai pas précisé. J'ai dit, j'appelle à la conscience des hommes politiques. À savoir, tenir le langage qu'il faut, un langage de rassembleur. Et à travailler plus dans les aptitudes à susciter, à amener les gens vers les projets de société, qu'à trouver des moyens, aussi bas que ce soit-il, pour arriver à leur fin en divisant. Parce que j'aime souvent le dire, lorsque ceux qui veulent tenir des discours pour fragiliser l'État, pour abrutir, excusez-moi d'utiliser le terme sur ce média, pour abrutir les populations, ils ne savent pas qu'en arrivant au pouvoir, ils auront la responsabilité de rééduquer ces populations-là. Ils ne le savent peut-être pas. Ou bien ils le savent, mais ils estiment que pour l'instant, peut-être ça joue à leurs intérêts. Et peut-être en arrivant au pouvoir, ils pourraient changer le discours. Mais sauf que le fait que vous avez détruit, il faut un temps. Il faut un temps considérable pour réapprendre, pour réarmer moralement les mêmes populations que vous avez participé à détruire lorsque vous étiez dans l'opposition. C'est la raison pour laquelle je dis, nous devons être conséquents sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons dans les médias, parce que les gens nous écoutent.
Les gens nous écoutent. Et ces gens se disent certainement que ce que nous disons, cela est fait au premier degré. Alors que cela relève d'un jeu politique qui consiste, n'est-ce pas, à attirer le maximum de personnes vers son champ politique. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de jouer franc jeu, de tenir, n'est-ce pas, un discours de rassembleur, que de participer, n'est-ce pas, à détruire le tissu social qui est aujourd'hui vraiment délitaire. Maître Roland Diou, il y a une loi, celle de 2010 sur la cybercriminalité. Et la cybersécurité. Sur la cybersécurité. Cybersécurité et cybercriminalité. Voilà. C'est la même loi. Vous qui visitez chaque jour, vous qui êtes au quotidien dans les tribunaux, je vous demande pas les statistiques, mais est-ce qu'on a au moins idée du nombre de personnes est-ce que vous connaissez au moins des sentences qui ont été rendues contre des personnes coupables de cybercriminalité, précisément sur cette question du discours de haine, puisque c'est l'une des propositions du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui annonce que cette loi sera désormais avant. Je ne sais pas si elle n'est pas mise en œuvre, mais qu'elle sera mise en œuvre. Bon, il faut que je fasse une précision, c'est que est-ce qu'il y a une difficulté particulière à appliquer cette loi? Parce qu'on a l'impression que cette loi, elle est gardée simplement dans les tiroirs. Non, c'est pour ça que je veux faire la précision. La loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité de 2010 a prévu, disons, un premier cadre répressif pour encadrer un peu les activités qui se mènent dans le cyberespace, donc au travers des communications électroniques. Mais le point le plus saillant, c'est précisément la loi de 2019 qui modifie le code pénal et qui rajoute un certain nombre d'infractions qui concernent la répression des outrages aux races et aux tribus. Je fais cette précision, pourquoi? Parce que sur le fondement de la loi de 2010, on a très souvent affaire à des procédures qui le sont ou bien qui sont mises en mouvement du fait d'un intérêt personnel attaqué. C'est-à-dire que si vous, monsieur Donald Brice Kamga, vous faites l'objet d'une diffamation, d'une propagation de fausses nouvelles, d'un outrage, d'une dénonciation calomnieuse, qui sont des infractions des infractions de droit commun, par voie cybernétique, il faut que ce soit vous, voyez, qui soyez à la manœuvre, à l'auteur de la poursuite. Pour des cas comme ça, ils sont légion désormais. C'est-à-dire que un individu lambda qui se sent outragé par voie de communication électronique, par voie cybernétique, il a parfaitement la possibilité aujourd'hui, d'ailleurs avec l'appui d'un organisme comme l'Antique. Est-ce qu'il y a des condamnations? Il y a des condamnations qui sont observées là-dessus. Mais le problème avec les discours haineux, c'est que généralement, ils ne visent pas un individu précis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous sentir partie civile dans un procès pour discours haineux, parce qu'on vous dira que est-ce qu'on vous a indexé en particulier? C'est pour ça que je parle de volonté politique, parce qu'il revient précisément à partir de ce moment-là. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. On peut mettre en mouvement l'action publique même par simple dénonciation sans avoir besoin. Le parquet s'en saisit? Tout à fait. Même un particulier peut, parce qu'il n'est pas victime, déposer plainte, faire quand même une dénonciation pour que le parquet justement soit informé de ce qu'il y a tel ou tel comportement qui enfreint la loi pénale, de sorte que ce parquet soit en mesure lui-même de mettre en mouvement l'action publique de sa propre initiative. Et ça, sans dénonciation, le parquet ne peut pas le faire. Et même que le parquet peut toujours le faire, y compris sans dénonciation. Le problème donc de la volonté politique se situe à ce niveau-là précisément. Parce que quand les discours haineux sont distillés comme ça à l'endroit de la population, pas forcément en ciblant des individus, mais en ciblant des communautés, il faut qu'il y ait de la volonté politique pour aller chercher ces auteurs pour les faire condamner. Et justement, ça me permet de revenir sur une question d'ordre pratique qui me permet de renforcer mon argument de tout à l'heure sur la grosse manipulation qu'il y a sur la question. Quand vous regardez les réseaux sociaux, moi je fais partie d'un parti politique qui est souvent à tort, et très souvent à tort attaqué. Je ne dis pas qu'on est des saints, mais je dis qu'on est tout le temps, on est très souvent à tort attaqué pour ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Or, je vais vous prendre un exemple, monsieur Donald Brice Kamga. Moi je suis un acteur des réseaux sociaux. En tout cas, je dispose, comme beaucoup d'entre nous, d'un compte sur Facebook, pour prendre cet exemple-là. Mais mon compte sur Facebook est parfaitement identifiable
n'est-ce pas? Quand je converse avec quelqu'un sur Facebook, il sait très bien qu'il s'agit de moi. Donc, si je tiens un discours haineux, violent, etc., on sait que c'est de moi qu'il s'agit. Donc, à partir de ce moment-là, on peut attribuer ce que je dis, par exemple, à ma formation politique, étant donné que j'en suis un militant et modestement un cadre. Mais vous allez regarder ces réseaux sociaux-là et vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, les auteurs de discours haineux, quel que soit le sens dans lequel le discours haineux vient, c'est souvent des faux profils. En tout cas, quand je dis faux profils, c'est-à-dire c'est des gens que vous ne pouvez pas identifier. Parfois, quand vous vous amusez à aller regarder le profil de la personne qui a tenu un discours haineux sur une de vos publications ou quelque chose comme ça, vous voyez qu'il y a son nom, il n'y a parfois même pas de photo et il n'y a pas 3 publications sur sa page alors que sa page a été créée il y a 6 ou 10 mois. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est là juste pour sillonner les groupes, les forums, les plateformes et distiller tel ou tel type de message. Or, avec la volonté politique, il y aura moyen. L'État dispose des moyens de retrouver l'identité des auteurs de ce genre de choses et effectivement de les condamner. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour ma part, l'efficacité réside essentiellement dans la volonté politique à sanctionner, à faire disparaître ce sentiment d'impunité que les distilleurs de discours haineux ont lorsqu'ils sont par exemple dans les réseaux sociaux ou sur certains médias. Professeur Emmanuel Tchumtchoua, vous parlez tout à l'heure de l'échec du combat national. Est-ce que j'ai le sentiment que c'est un diagnostic dont la thérapie ne peut s'appliquer que sur le long terme? Est-ce que sur l'immédiat, il est possible de faire quelque chose? On a évoqué l'application du cadre réglementaire, du cadre légal qui existe sur cette question du repli identitaire, de ces discours haineux. Mais qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat pour vous, pour au moins atténuer ces discours de haine? Oui, donc moi je pense qu'on est en train de tourner en rond. Peut-être dire à se développer qu'il n'y a que la loi qui civilise les gens. Il faut appliquer la loi. S'il n'y a pas de loi, il faut écrire une autre loi qui permet que tous ces imbéciles qui ont des discours de haine regardent en privé. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent polluer l'espace public avec des discours de bas étage. Donc, pour moi, c'est d'abord ça, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique de faire que cela puisse rester dans le domaine du privé. Ils peuvent dans leur maison dire ce qu'ils peuvent dire, ça c'est bon pour eux, mais quand c'est sur l'espace public, ils doivent respecter les règles. La deuxième chose aussi, c'est que comme j'ai dit, c'est un combat de longue haleine. Et donc, il faut continuer parce que la difficulté, c'est de croire que le problème, c'est l'autre, ce n'est jamais moi. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur commencer le combat par chez soi. Moi, je viens d'une région où on appelle l'autre l'Nkwa, par exemple. Oui, ça veut tout ce que cette connotation que cela qui est. Et donc, refuser d'appeler l'autre Nkwa, par exemple, c'est déjà un combat. Qu'il est mon frère. Et donc, ça, pour moi, c'est un combat personnel. Il faut qu'on commence à développer que dans l'espace qui est le mien, je commence à proposer d'autres alternatives et à vivre cela et à défendre cela contre bec ongle. Ça, pour moi, ça, c'est une démarche. C'est la deuxième chose que je disais, c'est que quand j'aurais fait ça, je voudrais aussi mobiliser tout le corps social. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le corps social de ce qu'on appelle l'église au Cameroun, en gros, est malade de ça. Une église pour l'église évangélique, elle s'est divisée en tribus. L'église catholique, ainsi de suite. Donc, il faut que ces corps-là qui sont censés apporter la lumière à la société commencent à s'interroger eux-mêmes sur comment guérir eux-mêmes de ça. Parce qu'on a en train de voir seulement les témoins, on ne voit pas tous ces corps sociaux qui sont pollués, détruits. Hein? C'est-à-dire que c'est le tribalisme ici, mais c'était... On a perdu le professeur Tchumtchoua, on va le reprendre peut-être avant la fin de la mission. Professeur Paul Abouna, je parlais de pragmatisme au début de ce programme.
Alors, si on prend toutes les solutions qui ont été proposées ce soir, l'essentiel d'entre elles tourne autour de la volonté politique. Je rappelle le contexte dans lequel nous sommes au Cameroun aujourd'hui, ce contexte de transition, de fond de règne, d'après les analystes politiques. Est-ce que les enjeux ne sont pas beaucoup trop importants pour que les pouvoirs publics, l'ordre en place, pour ainsi dire, se mobilisent contre ce discours de haine qui, vous l'avez expliqué tout à l'heure, sert les intérêts de ceux qui gouvernent? Oui, vous savez, au début de mon propos, je disais qu'il faudrait que nous fassions l'effort de penser que le discours de haine est toujours l'autre qui est responsable. Parce que ça fait qu'on évacue nos propres responsabilités. Je vous assure, nous sommes tous responsables de ce discours de haine-là. Peut-être les pouvoirs publics, ils sont distants de nous, ils sont loin de nous parfois, n'ont pas un pouvoir sur eux, ces pouvoirs publics-là. Mais faisons ce qui est à notre portée, monsieur. Vous voyez, à une certaine époque, ici, là, on dansait les chansons de Samba Thomas, Olga, Neng Makassi, Noah, on les dansait dans tout le Cameroun. La chanson d'Elvis Kemari, que vous avez ouvert, on la connaissait partout. Les chansons de Bendeka, de, je ne sais pas, Maurice Njoumé, Yango. Maintenant, chacun danse seulement la musique de chez lui. Il est loin de nous aujourd'hui où Christophile Mbouche. Moi, je danse le mbolé qui est du centre. Hein? Oui, ça c'est une exception. Loin de nous où mon artiste préféré reste et demeure Richard Bona, qui est du littoral. Kotobas chantait Bamenda. Francophone de Douala, il chante Bamenda, Kotobas. Loin de nous l'époque où Tchana Pierre Dundé chantait en Mama Kamayone, et loin de nous ces époques-là. Et je crois que c'était une réaction spontanée des acteurs sociaux. Vous voyez, loin de nous l'époque où Roger Mila, originaire du littoral, venait jouer dans le tournée Kalara de Yaoundé ou bien à Oudou Ibrahim du Nord et tout ça. Donc, il y a un repli qui fait façon automatique, et mais pour lequel nous ne devons pas être exonérés. Regardez un peu nos entreprises, monsieur. Si vous prenez une entreprise, vous verrez que chacun, il y a des chaînes de télévision aussi. Lorsque vous les prenez, bon, je prends le cas de Yaoundé pour ne pas avoir à stigmatiser, mais vous pouvez quand même le reconnaître. Vous verrez que ce ne sont que les ressortissants d'une ethnie qui peuvent se retrouver dans l'une de ces chaînes-là. Et je crois que Equinox, à ce niveau, doit être félicité parce que j'ai été particulièrement content du traitement que Equinox avait fait lorsque Martinez Zoro avait été assassiné. C'était un traitement vraiment national qui n'avait rien à voir avec l'ethnicité, avec l'ethnicisme et tout ça. Donc je crois qu'avant d'interpeller la responsabilité des pouvoirs publics, nous devons questionner nos propres responsabilités en tant que citoyens. Si vous allez dans les universités, vous verrez ça, les enseignants avec les étudiants qui sont originaires de leur terroir. Moi, j'ai un aîné, il s'appelle Foulam Dioro, qui est au ministère de l'enseignement supérieur. C'est le professeur Maurice Tchouente qui l'a tenu par la main. Vous voyez la distance qui sépare la pour lâcher les étoiles avec le Konki. Donc je crois que nous devons revenir à cet idéal-là avant d'interroger, avant de questionner la responsabilité des pouvoirs publics qui est distante, qui est loin de nous. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais avant que les pouvoirs publics interviennent, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens? Voilà. Merci, professeur Paul Abouna. Nous allons faire un dernier tour de table rapide. Basile Thiogo, pour sortir sur cette question des replis identitaires, est-ce que l'avenir est prometteur? Oui, l'avenir a toujours été prometteur pour le Cameroun. C'est pas maintenant que ça changera. Je vous ai dit, les discours haineux, ça fait son temps. Je pense que lorsque les objectifs de ceux qui les tiennent ne seront pas atteints, je pense qu'ils reviendront sur le bon chemin. Et je crois que ce qui me conforte, c'est que le peuple camerounais ne partage pas cet avis-là. De fait que
nous vivons une certaine harmonie au Cameroun, malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien, dont vous et moi nous rencontrons. Mais il y a une parfaite harmonie au Cameroun, où des gens de différentes communautés cohabitent dans les quartiers, fréquentent les mêmes églises, vont à les mêmes boîtes de nuit et autres. Donc, pour ma part, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à ce que ces discours haineux qui sont entretenus par des personnes de peu d'épaisseur puissent prospérer. Et pour ma foi, il faut rester optimiste quant à ce discours-là. Les Camerounais seront tenus compte, n'est-ce pas, et toujours sanctionner ces personnes-là. Oui, vous êtes du parti au pouvoir, mais je voudrais vous poser la question que j'ai posée au professeur Paul Abouna. Est-ce que les enjeux de transition ne sont pas trop importants, beaucoup trop importants, pour que les pouvoirs publics se consacrent à ce discours de haine, puisque ça semble servir des intérêts particuliers? Puisque c'est un discours qui est tenu par certains hommes politiques et certains leaders d'opinion qui ont curieusement une acquaintance avec certains partis de l'opposition. Ma foi, je pense que la raison pour laquelle le gouvernement a sorti une batterie de mesures dont nous venons d'épiloguer là au cours de cette émission là, en fait de réguler de manière efficace et durable ce problème qui est en train de gangréner les réseaux sociaux. Et vous allez remarquer que ça ne sort que des réseaux sociaux, la plupart du temps. Et je ne voudrais pas soulever... Il y en a aussi dans les médias. Il y en a aussi je ne voudrais pas soulever les problématiques, mais c'est plus dans les réseaux sociaux. C'est plus dans les réseaux sociaux. Le fameux, les gens doivent rentrer chez eux, c'est pas dans les réseaux sociaux. Oui, mais je dis c'est plus dans les réseaux sociaux. C'est plus dans les réseaux sociaux. Et là, je pèse mes mots lorsque je le dis. Et ça veut dire que sur des réseaux sociaux, il y a des personnes tapis dans l'ombre qui sont appelées, qui sont investies, ou bien qui ont été mis en place, n'est-ce pas, pour saturer la masse des Camerounais qui fréquentent les réseaux sociaux. Déjà que dans tous les forats, nous voyons véhiculer des messages et des vidéos et autres. Donc, pour ma foi, il est important pour nous, en politique, pour mon mot de fin, de sanctionner cela sévèrement, quel que soit le bord politique dont ces personnes puissent appartenir. Il est important de dénoncer et d'appeler, n'est-ce pas, les Camerounais à ne pas se livrer, n'est-ce pas, à des pareilles paroles. Maître Roland Diou, cesser d'instrumentaliser les communautés pour des enjeux de pouvoir, on peut y arriver aujourd'hui? Je vais rester sur ma position initiale, celle de dire qu'on ne peut y arriver que s'il y a la volonté politique. Et malheureusement, elle fait gravement défaut dans notre contexte, de sorte que finalement, on doit espérer que le peuple ait un sursaut de patriotisme pour ne pas se laisser justement diviser. Parce que vous voyez bien que, et d'ailleurs le professeur Tchoumchoua l'a rappelé dans une perspective un peu historique, c'est que chaque fois, précisément, que le pouvoir se sent menacé, il ressort la vieille bonne recette du diviser pour mieux régner, mais surtout de diaboliser pour mieux régner. Parce qu'on choisit toujours de mettre à l'index celui ou celle ou la communauté éventuellement qu'on considère comme la menace pour justement détruire ou détricoter toute tentative de mutualisation ou d'unité qui peut se souder autour de ces mouvements-là, en agitant justement la fibre tribale. Si vous voulez, il a cité l'exemple du rapport de la communauté Sawa à la colonisation française. On sait très bien que lorsque l'UPC a pris le leadership de la lutte anticoloniale, des communautés au Cameroun ont été mises à l'index comme étant l'ennemi intérieur. Si on arrive en 1992, vous voyez bien qu'il y a des concepts qui ont été mobilisés à ce moment-là pour désigner une communauté ou une transcommunauté, ce qu'on appelait à l'époque les anglo-bamis, comme étant la menace. Un peu avant 92, dans les encablures de 1984, vous savez très bien qu'il y a une autre communauté qui était visée comme étant l'ennemi intérieur. Donc, il y a des faits. Il y a des faits constants qui montrent que l'instrumentalisation vient précisément de quelque part.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte comme étant du domaine du factuel. C'est un fait. La communauté nationale doit savoir que c'est un fait. Chaque fois qu'on essaye de l'attirer vers les démons du repli identitaire et de la division, c'est précisément parce qu'on a peur que ce peuple-là agisse comme un véritable peuple. C'est-à-dire qu'il se rende compte davantage de ce qui l'unit plutôt que de ce qui le divise. Là, on insiste, on attise les divisions sur ce qu'on présente comme les divisions, on construit même parfois les haines des rejets de l'autre, alors que vous avez des situations complètement ubuesques où il est même impossible d'envisager ces cas-là. M. Etogo a cité par exemple le cas des mariages, des brassages qu'il y a dans la plupart des familles camerounaises aujourd'hui. Ça fait que moi, ce que je souhaite, c'est que, et c'est peut-être par là que je chuterai en prenant pour mon compte ce que le professeur Abouna dit, et je suis moi aussi heureux de savoir que nous avons des atomes crochus, c'est de dire que s'il y a responsabilité personnelle à regarder de ce point de vue, et pas seulement la responsabilité de l'État qui est lointain comme il le dit, c'est dans le sens d'inviter les Camerounais à se mettre au-dessus, voilà, à se mettre au-dessus de toutes ces velléités, de toutes ces tentatives de division qui ne sont jamais mises en avant pour son intérêt à lui en tant que peuple. Et là, cela a été dit par le passé. Quand il y a le choléra, comme c'est le cas à Yaoundé, je ne pense pas que le Vibrion choisit les communautés. Je ne pense pas qu'il y a des communautés particulièrement prédisposées, soit à attraper le choléra ou soit à éviter ce choléra. Donc, il faut que le peuple camerounais ait ce sursaut de patriotisme qui lui fera comprendre que il a plus à gagner en étant un véritable peuple, c'est-à-dire uni, qu'autrement. Je finis avec une petite précision qui permettra peut-être aussi de renforcer la solution que nous avons proposée tout à l'heure, celle du consensus et du dialogue. C'est de dire que nous célébrons demain, 20 mai, une fête qu'on appelle la fête de l'unité nationale. Alors que, précisément, si on doit véritablement réfléchir sur cette question-là, je ne suis pas certain que le 20 mai symbolise l'unité nationale au Cameroun. Le 20 mai symbolise l'État, l'avènement de l'État unitaire. Supposer que l'État unitaire est l'unité nationale, c'est par exemple nier le fait qu'on a réunifié ce pays avant de passer à l'État unitaire. Et le dire, c'est de faire croire que quand on réunifiait le pays, il n'était pas uni. Alors que précisément dans le mot réunification, il y a une idée d'une unification après qu'il y ait eu une division par le passé. Donc il y a même cette nécessité de s'entendre sur les terminologies symboliques qui sont utilisées dans l'espace public. Et je crois avoir lu que le professeur c'est le colloque de Yaoundé qui fait cette proposition-là. Fait la proposition de probablement qu'il faille revenir par exemple à la dénomination d'un État qui s'appellerait République unie du Cameroun. On a lu ça dans la proposition de ce colloque. Professeur Abouna, merci d'avoir été avec nous en ligne de Yaoundé. Oui, je suis toujours en ligne. Merci d'avoir été là pour édifier nos auditeurs. Merci d'avoir été membre de ce panel. Merci de m'avoir convié à cette agape scientifique, intellectuelle. Vous êtes anthropologue, je le rappelle, et enseignant à l'université de Yaoundé. Merci au professeur Emmanuel Tumtua, historien, ancien chef du département d'histoire à l'université de Douala. Merci à Basile Etogo, communiquant pour le compte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir été là. Merci Brice pour m'avoir invité. Ça sera toujours un honneur de participer à cette émission. Merci Roland Diao, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun et avocat au barreau du Cameroun. Merci pour l'invitation. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée aux questions de repli identitaire au Cameroun. Vous avez suivi ces pistes de sortie. Merci à Lupego qui a mis ce programme maintenant de ce soir. Passez d'excellents moments sur notre antenne.